Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est mercredi et on fait donc le point habituel, mais on va très sincèrement aller droit au but sur la partie S&P 500. Pas de grandes nouveautés, on est toujours dans le cadre de ce qu'on avait vu la semaine dernière, malgré des alertes de volatilité toujours actives, donc faites très attention, on est venu chercher ces bornes de volatilité. Les réactions peuvent être épidermiques ici. Encore une fois, peuvent. Ça veut dire ici, on a des arguments rationnels et visibles sur le graphique qui nous permettent d'étayer cette hypothèse. Et ça n'est pas basé sur quoi que ce soit d'autre de subjectif, en mode ça va cracher pour telle ou telle raison. Donc on reste prudent. On se rappelle que ces alertes restent valables pendant à peu près 6 à 7 boîtes de contexte, ce qui nous les donne valides jusqu'à à peu près mi-octobre. Donc ça fait quand même une bonne période sur laquelle il va falloir suivre notre S&P 500, toujours sur cet horizon 4 heures. Donc toujours beaucoup de prudence quant à cette alerte de volatilité qui va durer encore plusieurs semaines et qui donc, on l'a vu, va nous attirer vers ces différentes bornes de volatilité. Soit on va rester scotché à celle-ci potentiellement, soit violemment aller chercher la seconde qui se trouve actuellement vers les 5200 points. Donc on fait attention au S&P 500, on ne présume de rien. On a quand même des signaux de type exit, donc encore une fois ici c'est pas le moment d'être bullish sur cette borne. Tous les signaux d'attaque breakout sont également aussi synonymes de range. Donc si on cumule tous ces éléments d'un point de vue technique, c'est pas très intéressant de se positionner acheteur, mais ça reste toujours compliqué de se positionner vendeur en l'absence de quoi que ce soit. Surtout que, rappel, on peut éventuellement ici uniquement envisager le démarrage du premier flux baissier qui doit normalement prendre notre contexte vendeur et le ramener sous la moyenne qui doit se retrouver plate ou légèrement descendante. Donc vous voyez que si on déclenche ce premier flux et qu'on combine les différents éléments techniques qu'on a sous la main, eh ben on se retrouve avec un truc qui risque de se produire avec de la volatilité. Risque 2 ne veut pas dire que vous devez nécessairement vous exposer à ce trade. En soi ici, je vous explique même le sous-jacent dans mon application personnelle de la stratégie, c'est plutôt acheter de la volatilité, c'est-à-dire acheter du VIX, plus que de chercher à renforcer des ventes hypothétiques sur le S&P 500 en l'absence de signaux concrets. On a des alertes de volatilité, rien de plus à ce stade. Maintenant, normalement, on ne couvre pas ces autres assets, ni même ces autres stratégies, mais en récoltant ici simplement ces informations, dans le contexte qu'on connaît déjà, il n'y a rien d'autre à faire ici. Le range qu'on pouvait éventuellement traiter, on avait dit, a touché son objectif, et l'objectif ici maintenant dans cet horizon daily, de range, je rappelle, donc ici on était sur la troisième borne avec le signal déclenché ici, et pour ma part donc des positions vendeuses prises en retard sur cette même zone de prix juste avant le FOMC, et en attente ici tout simplement soit du débordement de ce range par le haut, pour l'instant tout ce qu'on a c'est un débordement marginal, dans ce cas-là se soldera probablement une invalidation de cette position et le déclenchement de son stop loss qui se situe à peu près par là, et l'option numéro 2, attention, retour dans le bas du range très violent, et dans ce cas-là une borne neutre qui conditionnera pour ma part un take profit sur la médiane ici et non plus une troisième borne vendeuse avec un objectif graphique de débordement du plus bas précédent, ce qui était donc le cas précédemment. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est que les signaux qu'on avait de signes de troisième borne vendeuse sont donc non avenus. Ils sont donc neutralisés aujourd'hui par une troisième borne qui sera au mieux neutre, voire tout simplement invalidée par un stop loss. Voilà donc pour ma part sur le S&P 500 les deux seules stratégies possibles. Attendre que quelque chose se passe éventuellement en 4 heures, et si on s'y expose, je trouve que c'est très dangereux puisque pour l'instant, d'un point de vue range, on est sur une unité daily, et que malgré la séquencement des flux en 4 heures, sur cette zone de divergence mensuelle, on peut s'y exposer, mais pour ma part, trader les flux correctifs n'est pas nécessairement la meilleure stratégie à adopter. Voilà, dans ce cas, soit vous cherchez des stratégies subsidiaires, type pari sur la volatilité, mais c'est très compliqué si vous ne savez pas faire, donc je ne m'étends pas sur le sujet. Sur le reste, très rapidement, on passe succinctement, d'accord, sur les commodities, mais vous l'aurez vu, il n'y a pas de mise à jour pratique pour l'instant. Donc sur le WTI, on est toujours en train de travailler cette grosse zone de soutien sur la moyenne hebdomadaire qui pourrait être le point d'accroche pour fournir le deuxième flux à terme, mais on est encore très très loin de voir quoi que ce soit à ce stade, et toujours attention à la troisième borne qui n'a pas été imprimée. Sur la partie silver, on est toujours dans le suivi de ce flux qui continue de se construire, rappel, malgré toutes vos psychologies de c'est trop long, ça ne va pas assez vite, ou je maîtrise pas le truc, ou la consolidation est trop bidule, elle n'a clairement pas suffi pour déclencher une troisième borne, dans le sens où elle n'est très loin de retourner le contexte. Vos stops sont à ce stade à break-even sur cette même zone où se trouve actuellement le contexte vendeur, le contexte acheteur. Donc pour l'instant, eh bien, il faut se laisser porter, la patience normalement vous profitera sur le silver. Ne cherchez pas encore une fois à prévoir le rythme du marché. Vous le savez, dans les flux, vous ne contrôlez rien du tout. Vous contrôlez simplement la direction et vos règles. Et c'est à ça qu'il faut s'en tenir.
Pour les Como, donc c'est fini, pas de grande nouveauté ici, mais on attend encore potentiellement, à un moment donné, le débordement du sommet sur le silver, tant que ce dernier ne se positionne pas au-dessus de la moyenne, pardon, le contexte acheteur ne passe pas au-dessus de la moyenne, et tant qu'on n'a pas de signaux de déclenchement de troisième borne de range qui montrera le ralentissement et la fin proche de ce flux. Voilà. Allez, sur la partie crypto, pas de grande nouveauté encore. Toujours sur ce paiement des bas de range, vous voyez, donc beaucoup de patience. Sur Bitcoin, si vous aviez payé de mémoire, on était par là-bas. Je vais redescendre en 4 heures, pardon. Donc de mémoire, le point bas d'achat était soit là, je ne sais plus, une petite seconde. Voilà, borne de volatilité était ici. Depuis, ça hache, ça travaille un petit peu dans tous les sens. Attention, on l'a dit quand même dans les briefs hebdo à ce contexte où on a encore ici des alertes de volatilité répétées, des signaux d'alerte de spéculation assez élevés, mais rappelez-vous, on ne prend pas en compte ces informations, on est juste prudent. Le message ici, c'est attention au stop loss serré. Si vous vous dites, super, on a déjà fait la moitié du travail, je me mets déjà à break-even, ça sent mauvais. Moi, je pense encore une fois qu'il faut clairement attendre un débordement de la zone des 73 000 $ pour ce faire, puisque ce sont encore une fois les règles. Côté Ethereum, toujours la même prospective ici, c'est-à-dire beaucoup plus de volatilité. Ethereum a massivement sous-performé Bitcoin, mais il est toujours dans cette même structure de range. Elle suit lui-même son schéma de troisième flux potentiel, et il n'est toujours pas invalidé du tout. Simplement, évidemment, certaines personnes se sont fait prendre à l'époque par la liquidation, qui aujourd'hui pourrait avoir constitué un creux en double bottom sur ce même niveau, en retest de la zone des 2150 $. Cette fois testé éventuellement positivement, on pourrait avoir, si cassure de résistance et reprise de la moyenne, là aussi, en conjonction avec Bitcoin, un retour éventuel vers le haut de range. Comme on l'avait vu en termes de risk-reward, Ethereum offre un bien meilleur potentiel que son grand frère. Parce qu'ici, concrètement, ayant mangé doublement dans la tronche, si vous n'avez pas été stoppé, que vous n'aviez pas mis des stops trop proches ou que vous les avez ajustés face à cette alerte de volat, normalement vous avez survécu. Les prix devraient logiquement, après ne pas vous avoir invalidé, ou de l'avoir fait et d'avoir repris le trade, dans ce cas-là, repasser positif. Le prix d'entrée étant à l'époque sur les 2800 $, je pense pour ma part que le test de ce niveau sera très important. La réussite du franchissement de ce niveau, qui correspond avec la moyenne en plus, pourrait être clairement un signe que ce range mature et que le flux se déclenche à nouveau sur cette troisième séquence. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On avait, il me semble, évoqué la potentialité de voir le début d'un flux sur Atom. Je vous laisse juste remarquer la beauté de l'annulation des différents signaux vendeurs. Donc pour ma part, c'est plutôt pas mal. On commence enfin à revoir des couleurs sur cet asset. Maintenant, regardez où se positionne la moyenne en 4 heures, regardez où sont les contextes. Donc avant de stipuler d'une quelconque potentialité de flux haussier là-dessus, il y a encore beaucoup de temps et de prix à passer à la hausse. Donc beaucoup de prudence encore une fois, ne vous excitez pas pour un rien, vous n'en savez pour l'instant toujours rien du tout, mais si vous attendez ce premier flux, normalement d'une part vous ne le tradez pas, et puis vous êtes simplement en train de l'observer. C'est tout ce que j'ai à vous dire cette semaine, je vous souhaite une agréable semaine, à la prochaine, ciao ciao.